oui, chante, comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Je suis un biochimiste, je suis consultant et expert scientifique au Havre. Je travaille dans le domaine des compléments alimentaires et des cosmétiques sur le réglementaire et aussi sur du recherche et développement. Et là, l'opportunité, c'est que Nordine, qui fait un cycle de conférences régulier, m'a proposé, je ne sais pas comment c'est passé, m'a proposé, ou c'est moi qui t'ai proposé, de parler, parce que cette conférence est parrainée par un laboratoire, les laboratoires Interfin, qui m'a demandé, il avait plusieurs conférences, il avait une conférence sur le problème urinaire, une conférence sur un problème digestif, mais j'ai préféré travailler sur le stress en premier lieu. Ça concerne plus de personnes et c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc je remercie aussi mes frères Bernard et Jean-Paul qui sont à la technique, qui font de la photographie. Donc c'est les frères qui sont actifs, ils sont à la retraite, ils sont actifs, ils travaillent dans la photographie. Et pour leur faire un peu de pub, ils ont monté une association qui s'appelle Inside Gallery et qui font du happening et de l'activité sur la photographie au Havre. Donc on parle du stress aujourd'hui comme quelque chose qui est un problème majeur, on va le définir. Et en fin de compte, au départ, le stress c'est quelque chose qui est utile. On voit par exemple dans la savane, un animal qui n'a pas de stress, il peut manger tout de suite. C'est-à-dire qu'un zèbre qui est près d'un fleuve et tout d'un coup il y a un guépard ou tout d'un coup il y a un crocodile qui sort de l'eau, s'il n'a pas la réaction de stress, il va se faire manger tout cru. C'est-à-dire qu'il y a une réaction, on va expliquer, c'est-à-dire que le stress, ça passe par une hormone qui s'appelle le cortisol. Et la relaxation, ça passe par une autre hormone que vous avez peut-être entendu parler, la DHEA. Donc en fin de compte, tout a un équilibre. Quand on se relaxe, si on se relaxe, on synthétise de la DHEA et on crée une sérénité, une plénitude et un état de relaxation. Si on a un effet de stress, on synthétise de la cortisol et après on a un effet de stress. Donc le stress au départ c'est quelque chose de positif. On voit bien que des fois quand on a quelque chose à faire, un coup de stress ça nous rend plus pertinent, ça nous rend plus à même de faire la chose. Maintenant ce qui se passe c'est que dans notre société, tout nous stresse. Et la première chose qui nous stresse c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous stresse? C'est notre pensée. Notre pensée nous stresse. Le pire ennemi de l'homme, comme je dis souvent, c'est lui-même, c'est sa pensée. Donc en fin de compte tout nous stresse et le stress va engendrer pas mal de phénomènes physiologiques qui aujourd'hui créent plusieurs phases de stress et en particulier on peut aller jusqu'au burn-out. Et le burn-out, on voit bien que ça va peut-être même considéré comme un phénomène qui rentre, je ne sais pas comment, au niveau de sécurité sociale, mais ça va devenir quelque chose de considéré, etc. Donc là je vais vous parler. Moi, j'ai fait une thèse sur les influences nutritionnelles des oméga-3, des huiles de poisson sur le fonctionnement cérébral au niveau de la fonctionnalité des isoformes chez le rat. Ça me stressait le rat, j'ai arrêté le rat. Et en fin de compte, après j'ai travaillé sur les applications santé de la nutrition, sur le diabète, sur la neuropathie, sur les personnes âgées. Et maintenant je travaille dans les compléments alimentaires, sur les plantes, une application santé de la nature. Maintenant, je développe des recherches plus sur la médecine énergétique, sur la médecine, on ne va pas dire alternative, parce que ça veut dire qu'il y en a une ou l'autre, mais complémentaire, ou la médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on prend tout l'homme en globalité. Donc, on dit comme ça dans des textes qu'on peut faire une thèse sur la pomme, on connaît tout sur la pomme. On connaît tout, on sait qu'elle est rouge, on sait qu'elle a tel enzyme, on sait tout. Mais si on n'a pas mangé de pomme, zéro. Donc je peux vous dire que j'ai un certain âge, que je suis passé par des situations de stress et que ce sujet vous concerne et que tous on est concernés, donc on a tous mangé la pomme du stress. Donc ça c'est une première définition gentille. Le stress n'est pas une maladie comme je vous ai dit, le stress c'est une réaction normale de l'homme qui va lui permettre d'arriver à une situation plus pertinente, plus potentielle. Il n'est qu'une force qui nous pousse à nous adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est un chemin d'évolution. Certaines philosophies disent que la vie est un retour, qu'on doit atteindre un niveau, qu'on doit atteindre quelque chose. Et en fin de compte, les passages de stress de notre vie sont un moyen de nous connaître. Connais-toi toi-même, c'est la base de toutes les philosophies, connais-toi toi-même. Donc le stress est une situation face à une épreuve, et on doit apprendre à nous connaître, à apprendre à évoluer.
Alors la question, c'est pas si on n'est pas capable, ça on n'a pas le choix, on le vit. On le vit. Alors maintenant, on va voir les mécanismes physiologiques mis en jeu pour faire face à une situation de stress. Ils sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il y a tout un cheminement de stress qui se met en place dans le corps, mais ils peuvent être néfastes pour l'organisme. C'est ça qu'on va voir au début. Je vais faire une première partie sur les conséquences du stress. J'espère que je ne vais pas trop vous mettre les problèmes. Mais après, ce qu'il va vous dire, c'est que pratiquement toutes les pathologies viennent du stress. Et c'est quoi l'origine du stress? À part le stress de la lumière, le stress du bruit, le stress, tous les stress environnants. La première cause de stress, c'est notre pensée. Et toutes les pathologies, vous allez voir, même moi quand j'ai approfondi ça, je me suis dit, mais tout est lié au stress. Et d'où ça vient, tout ça? D'une émotion, d'une pensée. Ça veut dire qu'il suffit de changer notre pensée, on change l'émotion et ça y est, on est relax. Tu veux changer? Alors ça, c'est quelque chose qui a été paru dans le journal The Stress of Life. Donc je suis désolé, je ne connais pas mes diapos par cœur, donc je vais lire un peu. Alors le stress est l'état de l'organisme dont le bien-être est menacé. C'est-à-dire qu'on est stressé, on est plus bien. Et qui n'a pas de réponse immédiate pour réduire cette menace. Par exemple, un animal, il a un coup de stress, il fuit. Il court et ça y est, il se retrouve dans la forêt, il n'y a plus le requin, il n'y a plus pas le requin, il n'y a plus le lion, il n'y a plus le crocodile, ça y est, il se relaxe. Maintenant, nous, le problème, c'est qu'on vit le stress en permanence, on ne peut pas fuir ça. On ne peut pas fuir soi-même, on ne peut pas fuir ce qu'on est, on ne peut pas fuir notre pensée. Alors en 2007, il y a l'INRS, je ne sais pas ce que c'est, en collaboration avec l'Arts et Métiers de Paris, etc., a évalué le coût social du stress. En France, c'est 2 à 3 milliards d'euros, je pense que c'est par an, et les auteurs insistent sur le fait qu'il s'agit d'une évaluation minimum. Donc ça c'est le fait, 2 à 3 milliards d'euros. Ça a été montré que c'est le deuxième problème de santé dans le monde. Sauf où, vous savez, en Afrique. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de téléphone, ils ont envie d'aller se baigner, ils ont envie de manger une pomme, ils mangent une pomme. Ils ne sont pas stressés. L'autre jour, j'ai vu un reportage chez Nordine qui l'a partagé. Des Africains, ils disent on est heureux. On vit heureux. Le seul stress qu'ils ont, c'est quand ils doivent fuir après le lion. Et ça, c'est le stress naturel, c'est la vie normale. On stresse, on fuit par rapport à quelque chose. Donc, vous voyez, par exemple, dans le travail, on voit que ça touche 22% des travailleurs de l'Europe. Et des 27, et en France, 18%. D'accord? Donc, les origines et les facteurs de stress. Donc, je pense que tout le monde, on sait c'est quoi, qu'est-ce qui nous stresse. On va essayer d'approfondir, de voir qu'est-ce qui peut nous stresser. Oh, là, tu vas me stresser, toi. Donc, il y a différents stress. C'est-à-dire l'eau qu'on boit. Après, on va voir ce que c'est l'eau. Il faut voir que l'eau est vivante. Ça veut dire que l'eau capte toutes les vibrations, toutes les émotions qui tournent autour d'elle. Quand vous avez des gens stressés dans votre immeuble, vous buvez de l'eau stressée. Donc, vous prenez le stress de votre voisin. Après, la lumière, je ne vois pas tellement le rythme de travail. Par exemple, les 3-8, c'est quelque chose qui crée un stress pas forcément moral, mais c'est un stress physique. Après, je ne vois pas du tout. Après, je ne sais pas, c'est les orages, ça, je sais pas. Le stress psychologique, là. Le stress psychologique, donc ça, c'est plutôt ça qu'on est face à ça. Après, le stress, quoi, là? Bon, il y a des stress, il y a différents stress. Ça, c'est tous les stress qu'on peut faire. Après, il y a l'écologie. Écologie. Après, il y a le stress qu'on connaît, le stress oxydatif. Le stress oxydatif, par exemple, vous fumez, c'est un stress oxydatif. Il y a d'autres où il y a plein de stress. Mais ça, les animaux et d'autres populations du monde ne sont pas confrontés à tous ces stress. Tu peux changer? Alors, les mécanismes du stress. Alors, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Je vais essayer d'aller vite sur ça. Même moi, je suis perdu, la vérité. Alors, on y va. Tu vois, Catherine? Oui, t'inquiète. Alors, en fin de compte, il y a 3 phases de stress. La phase d'alarme. Ça, c'est le stress physiologique normal. Il y a un lion qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive avec un couteau, coup de stress, adrénaline, on part en courant. Ça, c'est un stress normal de bonne santé. Après, il y a la phase d'adaptation. Ça veut dire que si ce stress, il y a toujours quelqu'un qui nous court après, si c'est au bout d'1 heure, on va s'adapter à ce stress, on va continuer à courir, mais ça va créer un phénomène qui va s'entraîner, on va avoir un stress qui se prolonge. Et après, le corps, il n'est pas habitué à avoir ce stress qui se prolonge. En général, la gazelle, elle court plus vite que le lion.
Après, il y a la phase d'épuisement. Alors ça, c'est le corps qui... Par exemple, vous prenez une voiture, vous avez une belle voiture, vous faites Marseille et vous allez en Belgique. Si vous roulez à 120 à l'heure, la voiture, elle peut même aller jusqu'en Norvège. Mais si vous la poussez à 150 à l'heure, la voiture, arrivée à Lyon, elle s'arrête, elle est morte. Le stress, le corps n'est pas habitué à supporter un stress continu et perpétuel. Il faut qu'à un moment donné, calme-toi. Après, alors là c'est un peu physiologique, mais on voit que la menace, le stress en global, ça passe par le cerveau. Il y a une activation de l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, qui dégage des hormones, qui joue sur l'hypophyse. Ça joue sur la glande médulo-surrénale, donc les cortisols. Et après, ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a écrit là tout Pardon. Qu'est-ce qui est écrit? Je veux savoir plus. Après, ça Augmentation de. Augmentation. Bon, en fin de compte, ça crée des problèmes de santé. Et donc on a une phase sympathique, c'est l'adrénaline qui fait que tout d'un coup on va pouvoir courir plus vite, on va pouvoir mieux travailler. Par exemple, quand quelqu'un, notre patron, nous dit demain il faut que tu rendes le dossier, on va avoir une situation de stress et en fin de compte on va pouvoir le faire. Après on va dire pourquoi je me suis stressé, je l'ai pu le faire. Et après il y a au niveau corticol, le corticoïde, corticotrope, la cortisol, qui va créer une réaction au niveau de l'hippocampe et en fin de compte ça va s'entraîner. Et quelque chose qui est adapté, il y a tout ce schéma qui va s'entretenir et en fin de compte, l'organisme n'est pas habitué, n'est pas fait pour supporter toutes ces hormones. On change. Bon là c'est encore plus compliqué, mais donc ça change les fréquences cardiaques, ça joue sur les faisceaux sanguins, ça crée une dilatation des muscles, et il y a un effet sur le glycogène, il y a un effet sur le foie, il y a un effet sur le tube digestif. Et en fin de compte, il y a tout un problème qui s'installe sur un stress. Alors des fois c'est instantané, ça c'est positif. Déjà, si on a un stress adrénaline, il faut du glucose pour réagir. Donc ça c'est positif. Mais après quand ça s'installe, déjà le corps s'adapte, c'est-à-dire qu'on est en train de changer, on devient plus irascible, on commence. Et après quand c'est trop long, ça y est, on change. Donc ça c'est la définition des hormones, donc je pense que ça ne vous intéresse pas forcément tout ça. La CTH, c'est les hormones qui sont impliquées dans tout ce phénomène physiologique qui peut être positif, mais qui peut être aussi au long terme, qui peut installer un état pathologique vers des maladies. Alors les effets potentiels du stress. Donc le stress chronique, ça veut dire quelqu'un qui est toujours confronté au stress. Qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne une élévation perpétuelle du taux de cortisol. Alors on dit, il y a une neuroscience qui a montré que le cortisol, au-delà de l'effet sur le corps, ça bouffe la myéline, ça veut dire qu'on devient bête. La myéline, c'est ce qui permet aux neurones de fonctionner plus rapidement. Et quand on est en situation de relaxation, on a de la DHEA. Donc, alors qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, si on a un effet cortisol élevé, c'est-à-dire que le corps est plongé dans la cortisol. Donc il y a une glycémie élevée persistante, parce que normalement quand on court, on a besoin de courir, donc il faut du glucose. Donc il s'installe une glycémie, on peut avoir du diabète, une hyperinsulinémie et du surpoids, un affaiblissement du système immunitaire, un amincissement de la paroi intestinale, une fatigue chronique ou un burn-out. Vous voyez, ça part de rien, juste un stress qui s'installe. Alors, tout le but de la vie, c'est de passer dans un effet de relaxation et de stress. Tout est utile, mais en général, il faut mieux être relaxé, et chaque instant, il faut essayer d'être relaxé. Vous voyez, je bouge les mains, je suis un peu stressé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un stress chronique de longue durée, ça épuise les glandes surrénales. Ça veut dire que concrètement, la cortisol, si on demande à la glande surrénale de synthétiser de la cortisol, à un moment donné, elle va dire, ça y est, je suis à fond, je ne peux plus faire. Donc, il y a une réaction de régulation. Parce que la cortisol et la DHEA sont en régulation, il y en a une qui monte, elle baisse l'autre. Donc à ce moment-là, on fait chuter la DHEA et plus on est stressé, moins on est relaxé. En fin de compte, ça s'entraîne, on a du mal à se relaxer. Vous voyez, quelqu'un qui est stressé, vous lui dites calme-toi, relaxe-toi, il va dire mais tu frérot, laisse-moi tranquille. Donc on voit que ça a un facteur de risque, c'est-à-dire que quand on a la cortisol qui s'élève, on a dit ça joue sur la myéline, donc des troubles de mémoire, installation de dégénération, maladie dégénérative, c'est-à-dire que le cerveau il est en train de dégénérer. Après le diabète et la maladie. Donc là, on va développer ça dans la prochaine diapo, mais vous voyez que le stress, ça joue sur le corps, les migraines, les maladies, des problèmes digestifs, la tension, tous les problèmes qu'on a vus un peu sur le corps.
Après, sur le comportement, on peut avoir de la boulimie, de la perte d'appétit, de la perte de libido, de l'addiction, des problèmes de sommeil, de l'agitation, maladresse, stock. Au niveau des émotions, on perd confiance, on s'irrite, on devient dépressif, on mange de lâcher prise, vous voyez bien là? Après, au niveau mental, on s'inquiète, on a des cauchemars, tous ces problèmes qui s'installent quand on devient stressé. On perd confiance en soi, c'est terrible. Allez-y. Donc, les conséquences du stress. Alors, au niveau somatique, ça veut dire au niveau somatique, comment un stress, comment une pensée, par exemple, peut induire un effet physiologique. Par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ils ont montré, par exemple, vous êtes en situation de stress, vous êtes en train de courir, et vous allez rater votre bus. Vous êtes en situation de stress, vous courez, et vous inquiétez, j'arrive en retard au travail. Et vous êtes en situation de stress, cortisol, le truc, etc. Imaginez, vous êtes dans votre lit, et vous êtes en train d'imaginer que vous êtes en train de rater votre bus. Et vous vivez la même chose. Vous vivez le stress. Ah oui. C'est la pensée, c'est la situation, comment on l'appréhende, on est en train de recréer un stress. Il y a même des scientifiques qui ont montré, ils ont mis un sportif qui faisait du sport, qui faisait de la musculation. Ça peut intéresser certains. Il faisait de la musculation, il se musclait. Après, ils ont mis quelqu'un dans son fauteuil. Imagine-toi que tu fais du sport. Imagine-toi que tu fais du sport. Le mec était aussi musclé que celui qui faisait du sport. Ça veut dire que la pensée des choses induit des phénomènes physiologiques, que l'on fasse du sport ou qu'on y pense. La chose s'installe dans le corps, on devient... Tant que j'ai pas lu ce qu'il y avait avant, tu peux revenir en arrière. Donc, au niveau, donc on a les troubles du sommeil, une perturbation cardiaque, un ulcère, des problèmes de peau. Bon, ça c'est somatique, ça veut dire qu'on somatise le stress. Ça c'est au niveau corps. Après, au niveau psychologique, alors une anxiété, une peur, une tension permanente, une dépression, perte du plaisir, pessimisme, dévalorisation, auto-accusation, ça on connaît tous. On continue. Après au niveau comportemental, on est plus susceptible, on est intolérant, on est frustré, on s'irrite, on n'est jamais calme, on s'isole, on a tendance à manger n'importe quoi, on est fatigué rapidement. Vas-y. Et au niveau intellectuel, comme j'ai dit, perturbation de la mémoire, erreur de raisonnement et jugement, difficulté de mémorisation, tout ça. L'impact du stress. Alors on va prendre un exemple. Maintenant, on va parler de l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, on ne sait pas tellement ce que c'est, mais c'est un équilibre entre ce qui est basique, c'est-à-dire qu'il y a un pH en dessous de 7, et ce qui est... Non, pH au-dessus de 7, et ce qui est acide, pH au-dessus de 7. Le corps, en général, il fonctionne à un pH idéal, vous allez voir après. C'est-à-dire que le pH stable du sang, c'est entre 7,35 et 7,45. C'est-à-dire que c'est une marge très faible. Et l'idéal, c'est 7,4. Par exemple, un pH, bon ça c'est ce que je viens de dire, un pH inférieur à 7, vous mourrez tout de suite. C'est-à-dire que c'est incompatible avec la vie. Au niveau de l'estomac, il y a un pH 2,3. Dans le coca, il y a un pH 2. Tu as vu ce que tu sais? Et les reins, par exemple, ils gèrent des déchets azotés et ils extraient du potassium. Donc, en fin de compte, du proton, du pH, et le proton, c'est ce qui fait l'acidité. Donc, en fin de compte, tout est un équilibre acidité. L'acidité, elle est dépendante, par exemple, vous voyez, par exemple, si vous faites attention aux os, les os, ça, vous avez des os qui sont acides, des os alcalines. Il y a toute une théorie qu'il y a une eau parfaite, selon en général, on dit qu'il faut changer d'eau régulièrement, il ne faut pas boire que la même eau. Donc en fin de compte, on voit que si on a un état d'acidité, il s'installe une acidose métabolique latente. Ça veut dire qu'on devient acide, on a quelque chose qui se passe, et vous avez vu 7,35, 7,45, ça veut dire une petite variation, on peut arriver vers un effet que si on dépasse 7, on n'est plus tellement bien. Donc c'est quoi les causes de l'acidification? Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est il n'y a pas le stress, mais tout le stress, c'est-à-dire qu'une alimentation acidifiante comme l'eau, hein, une alimentation acidifiante, la sous-oxygénation, par exemple quand on ne respire pas, quand on fait du sport, les états d'humeur, ça acidifie, les carences alimentaires, le surmenage physique, les problèmes métaboliques. En fin de compte, on a une tendance, quand on vit en stress, quand on vit avec un équilibre, on n'est pas harmonieux dans sa vie, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on ne respire pas bien, on ne va pas à la forêt, on ne va pas marcher. En fin de compte, on a tendance à s'acidifier.
Donc là, c'est un exemple de tous les acides quotidiens. Par exemple, l'acide urique, c'est par exemple quand on mange trop de protéines animales. L'acide sulfurique, c'est quand on mange trop de viande de porc. L'acide phosphorique, c'est boisson soda, Coca-Cola. L'acide acétique, la consommation des acidiques. Consommation d'édulcorants et de sucreries. Acide lactique, effort physique anaérobie. Acide carbonique, manque d'activité physique. Acide nitrique, viande et charcuterie en saumure. Et en plus, l'acide chlorhydrique dans les stress d'hiver. L'acide chlorhydrique, vous savez ce que ça fait? Ça fait un trou dans... Donc là, c'est toute la régulation physiologique de l'acidification entre l'intestin, le poumon, le foie, l'os, le rein qui dégage du potassium. Il y a toute une régulation et en fin de compte, quand il y a une régulation, il y a une homostasie. Ça veut dire que l'organisme met en place toute une autorégulation pour maintenir un pH entre 7,35 et 7,45. Donc qu'est-ce que ça cause, cette acidose latente? Donc c'est un mal invisible parce qu'on n'a jamais mesuré son pH. Mais ça cause de la fatigue, donc ça diminue l'énergie des cellules, c'est l'ATP et le magnésium, ça crée de la spasmophilie, des troubles cardiovasculaires et de l'hypertension. Donc le stress chronique qui joue sur l'acidose fait baisser les oligo-éléments, par exemple le calcium, le magnésium, le zinc, le cuivre, etc. Il y a une fonction des GABA. La GABA, c'est un acide, comme c'est marqué, aminobutyrique, qui ont des activités anxiolytiques naturelles. Ça veut dire que c'est ça qui est terrible, c'est que si on fait une faute, c'est pas grave. Pourquoi tu enchaînes les choses que plus ça va mal, plus ça va mal? En fin de compte, on a une acidose, on est stressé, en plus on perd l'anxiolytique naturel qu'on a dans le corps. Donc on devient plus angoissé, on se stresse. C'est ce qu'on appelle les effets cascades. Donc bon, ça c'est tous les signes d'acidose, le signe de déminéralisation, ostéopénie, ça veut dire baisse de densité osseuse, la sarcopénie, une fatigue musculaire, la fragilité des tissus musculaires. Bon, on va bientôt changer de sujet parce que là je crois... Vas-y, change. Alors maintenant on va passer à la dépression du système immunitaire. Oui, c'est pas mieux. Hein, c'est pas mieux. Mais c'est important parce que la dépression immunitaire, on voit que si on attrape un rhume, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu comme émotion? Qu'est-ce que tu as eu comme sentiment? Donc on voit aussi que par exemple le stress, comme on a vu tout à l'heure, les réactions surrénales, on l'a déjà vu ça. Donc on voit compte que tout ce phénomène physiologique qui s'est installé, ça crée une dépression du système immunitaire. Mais comment ça passe cette dépression du système immunitaire? En fin de compte, la dépression du système immunitaire joue sur le système digestif. Ça crée une hyperméabilité intestinale. Ça veut dire que l'intestin, normalement, c'est la barrière entre ce qu'on mange et ce qui passe dans notre sang. Donc, en fin de compte, si on mange quelque chose d'avarié, normalement, l'intestin, il arrive à supporter. Et on voit, par exemple, que maintenant, il y a des découvertes où on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Ça veut dire que l'intestin, c'est... On croit qu'on réfléchit avec la tête, mais on réfléchit avec le cœur et avec le ventre. Donc l'impact de l'immunité sur la santé digestive. Donc comme on a dit, il y a une dysfonction immunitaire. Cette manifestation devient chronique, on a des phénomènes extradigestifs symptomatiques, on a un effet d'inflammation et on a un effet qui s'auto-entretient et s'amplifie. Donc là vous avez par exemple un intestin normal, vous voyez que c'est une barrière. Ça passe pas dans le sang, il passe que ce qu'il faut. Alors que si on a un intestin qui, par le système immunitaire, commence à créer des vides, bon, là on a, par exemple, là on a l'hormone du stress à un niveau plus physiologique. Et puis d'arrêter et d'éviter les symptômes qu'on a détaillés tout à l'heure. Alors, donc maintenant on va décrire un peu les compléments alimentaires que le labo conseille dans ce domaine-là. Vous avez les articles, si vous voyez les compléments alimentaires, vous pouvez regarder leur composition, les propriétés. Mais allez, vas-y. Donc par exemple, là, il y a le Stonus Plus. On va regarder, qu'est-ce que c'est le Stonus Plus? Donc le Tonus Plus, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, bien sûr. Le Tonus Plus, il n'est pas dedans.
Vous l'avez trouvé le tonus plus? Il n'y a pas le tonus plus. Oui, en dernière phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e en partant du bord. Là. Ah, tonus plus. Alors, le tonus plus est constitué de ginseng, c'est une plante adaptogène. Ça veut dire quand on est stressé, elle nous déstresse, quand on est trop apathique, elle nous adaptogène, ça veut dire qu'en situation de besoin, elle nous excite. Si on est trop plat, elle nous excite, si on est trop excité, elle nous calme. Il y a la rhodiola, il y a d'autres plantes qui sont adaptogènes. Après, il y a le géogulan, c'est une plante qui n'est pas trop connue et qui a un effet de recharger. Après, il y a le fucus, le gluconate de cuivre qui a des allégations pour le bien-être physique et mental. Le manganèse, donc des nutriments. Donc, ce produit-là peut jouer sur le fait que tout d'un coup, on va avoir une plus grande résistance au stress. Après, magnésium, ça vous connaissez tous, le magnésium. Oméga 3, oméga 6, ça c'est aussi pour jouer pour l'inflammation. Les vitamines B, système immunitaire, système nerveux. La cérola, c'est de la vitamine C, donc ça joue sur les défenses immunitaires et les systèmes nerveux. Et après, les ferments, les probiotiques, les bactéries. Il faut savoir que dans l'intestin, on a 4 kg de bactéries. Maintenant, on est en train de dire que les antibiotiques, c'est une bêtise, parce que les bactéries, c'est notre allié. C'est elles qui nous permettent de vivre en bonne santé en général. Donc là, on en rajoute. Après, il y a la papaye fermentée, qui est un antioxydant. Il paraît que le pape Jean-Paul II en prenait. C'est que Montagnier qui lui avait donné. Donc c'est un effet antioxydant. Vas-y, Jean. Donc comme on a dit, le tonus, ça joue sur la fatigue liée au stress. Ça améliore la concentration parce que le ginseng, ça a un effet sur la concentration. Ça a un effet endurance intellectuelle. Ça a un effet libido aussi qui n'est pas écrit. Et ça permet de mieux supporter les périodes de travail intellectuel, les examens, etc. Donc si on associe un phénomène de tonus plus le magnésium marin qui est un magnésium naturel, on permet à l'organisme d'être plus apte à supporter les stress psychologiques. Donc le labo il conseille 300 mg par jour. Il faut savoir que réglementairement on ne peut pas dépasser les 300 mg par jour. C'est-à-dire que c'est la dose maximum, et là je vais vous conseiller qu'on peut aller jusqu'à 400, mais ça, normalement sur un complément alimentaire, vous ne verrez jamais plus de 300 mg par jour. Donc le magnésium, c'est la posologie de 300 à 400 mg, et ça permet d'être plus adapté à un stress intense. Et lui, il conseille jusqu'à 600 mg, donc dites à personne. Allez-y. Donc on voit que pour les personnes qui sont sensibles au stress, on peut utiliser en prévention du magnésium 10 jours par mois. Ça veut dire qu'on permet au corps d'être plus adapté aux conséquences d'une augmentation de cortisol. Après les vitamines D comme le système nerveux et les oméga 6, on l'a vu, les probiotiques c'est le système digestif. Et en fin de compte, même quand on fait une épreuve sportive, on peut aussi prendre la papaye fermentée qui a un effet antioxydant et qui permet, parce qu'on a vu quand on fait du sport, si on respire bien, ça va, mais si on respire mal, on a acidification du sang et on a un effet oxydant. Donc là, il y a un effet curatif, vous voyez, il ne reste plus qu'1% de batterie, il faut recharger vite. Donc en fin de compte, là, il faut, pour pas refaire descendre le taux de cortisol, comme on a vu, quand ce qui s'épuise, parce que quand on est à plat, en fin de compte, c'est que l'organisme commence à perdre sa capacité de synthétiser du cortisol et le corps commence à devenir à plat. Donc il faut booster la sérotonine et la dopamine. C'est des hormones, c'est des neuropeptides qui jouent dans le cerveau. Et maintenant, on vient de voir que la dopamine, en fin de compte, le message primaire, ça vient de l'intestin. Donc c'est encore des solutions, le tonis, l'équilibre complexe, le magnésium, le ferment, donc c'est les mêmes compléments alimentaires. Et après, moi je travaille tous les jours sur ça, ça veut dire que concrètement, c'est une solution les plus courantes. Le plus courant, le complément alimentaire, c'est un marché énorme. C'est un marché énorme. Donc si on a de l'anxiété, on prend de l'équilibre complexe, on regarde ce qu'il y a dedans. J'aurais pu regarder avant, en vérité. Celui qui trouve la page, il me dit. C'est juste après. Là. Alors,
complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc le tryptophane, vous pouvez la trouver dans la plante, la griffonia, qui est aussi riche en tryptophane. Il ne faut pas dépasser les 100 mg, j'aurais dit. Et l'aubépine qui a un effet relaxation, le magnésium et le germe de blé qui contient du GABA, comme on a vu que c'est une hormone anxiolytique. La pipérine qui potentialise c'est un bioactivateur, c'est une molécule qui active l'action des autres, la vitamine B6, etc. Donc avec ce produit-là, on a une fonction psychologique normale. C'est ce que c'est la réglementation autorise de dire ça. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'en prenant ça, on contribue à une fonction psychologique normale. Où t'as été? Ah, d'accord. Ah non, je sais pas où t'étais. Vas-y, reviens en arrière. Vas-y. Restez celle-là. Bien sûr. Tout à l'heure, on était là. Ah, on était là. Voilà. Donc, attends, vas-y, retourne, j'ai pas fini là. Donc, au niveau cardiovasculaire, il faut prendre le Sérénité Plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sérénité Plus? Le Sérénité Plus. Ah, c'est pas possible, je trouve jamais. Je l'ai reçu il y a 2 jours ce catalogue. Vous avez la page? Alors le Sérénité Plus, il y a du millepertuis qui est une plante antidépressive avec l'hypéricine, l'aubépine qui est une plante aussi sommeil et relaxation, la lyre terrestre, la violette, le tilleul qui sont des plantes de sommeil et de relaxation, du safran qui c'est très cher, c'est pour ça qu'il y en a que 5 mg, mais c'est une hormone qui a un effet antidépressif et d'autres effets adjoints qui est très fort. Il y a la mélatonine aussi, qui a une hormone du sommeil qui permet la chronobiologie. Quand vous voyagez, vous prenez de la mélatonine, ça vous permet de vous adapter au changement des horaires, des changements d'horaire. Peut-être qu'il faut en prendre en ce moment avec le changement d'heure la semaine prochaine. Et donc, comme c'est autorisé, le millepertuis et le safran contribuent à l'équilibre émotionnel normal. Ça veut dire que ça, c'est autorisé par la DGCRF, c'est validé par toutes les agences européennes. Ça contribue, ça veut dire que, vous savez qu'ils sont très durs. Il y a des plantes, par exemple, une plante qui est, je n'ai pas dans la tête, mais les plantes, c'est pas toujours qu'on peut dire quelque chose. Quand on dit quelque chose, c'est que ça marche. Et après, vous avez le ferment blanc au niveau digestif, et la cérola et le lait de jument. Au niveau musculaire, comme on a vu, c'est un effet anxiolytique, et en fin de compte, c'est un effet musculaire, les spasmes, etc. Après, pour les perturbations du sommeil, il y a aussi le GABA 500. Et pour l'accoutumance à l'alcool et au tabac, le glutathion, qui a un effet aussi en dépendance, un effet antioxydant. Et au niveau dépuratif, vous avez le synphite qui est avec une plante qui s'appelle le chardon-marie, et qui est une plante très riche en silimarine, qui est un fort draineur et dépuratif. Et le kudzu, qui est aussi un effet pour les accoutumances. Donc après, on voit que... Qu'est-ce qu'on voit? Donc que quand on est dans la première phase d'épuisement, le taux de cortisol est monté trop haut. Ça veut dire qu'on arrive, ça a conséquence qu'on a la sérotonine et les catécholamines qui diminuent. Alors à l'entrée de cette phase, la personne se sent simplement déprimée. Elle dit qu'elle se traîne, qu'elle a perdu son entrain, etc. Alors il y a plusieurs types de dépression. La dépression introvertie, donc c'est-à-dire qu'on a une impression de tristesse, on fait des silences, on a les sourcils froncés, on a des soupirs. Et la dépression extravertie, qui est plus légère, qui est légère aussi au bout du rêve, elle est extravertie. Ça veut dire qu'on commence à sortir de nos limites. Alors la dépression introvertie, voilà tous les symptômes, perte de motivation, ralentissement, on ressasse le passé, on est peu loquace, on a une fatigue psychique, on a un sommeil qui n'est pas réparateur, et tout ça c'est la cause d'un déficit en dopamine et en noradrénaline. Ça veut dire qu'on se rend compte que des petites molécules comme ça créent des problèmes comme ça chez nous, c'est incroyable.
Et la dépression extravertie, on perd d'envie et du désir, on a une impulsivité, on a une agressivité, on est facile à la contrariété, c'est toujours la faute des autres, on a des pulsions sucrées, on a une agitation psychique, on a des troubles du sommeil. Et là, c'est à cause, c'est qu'on a un déficit de sérotonine. Donc, par exemple, il y a le, comment ça s'appelle, le Prozac. C'est quoi, en fin de compte, le Prozac antidépresseur? C'est un effet de sérotonine, ça veut dire qu'on va jouer sur les récepteurs de la sérotonine, etc. Donc là, vous avez des solutions naturelles. Vous allez voir des solutions naturelles pour recharger son organisme en sérotonine. Donc on a vu que, la dépression introvertie, bon, on passe. Donc là, il dit que, par exemple, avant de prendre des antidépresseurs, c'est une chose bête, mais qu'on fasse un bilan des neurotransmetteurs, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un effet de l'apport alimentaire? Peut-être des fois, on a une dépression qui s'installe à cause d'un problème alimentaire. Des fois, c'est aussi un problème alimentaire, les acides aminés. Après, c'est peut-être une carence en vitamines, peut-être c'est une carence en oméga 3. Et en fin de compte, on arrive à un état dépressif, on court chez le psychiatre, on prend des antidépresseurs, mais au départ, c'était rien, c'était une bêtise. Donc là, on donne des solutions. Donc vous avez tous des catalogues, je vous laisse regarder à quoi ça sert, etc. Donc on continue. Donc par exemple, on voit que de façon naturelle, même si on passait sans complément alimentaire, donc on a un déficit en dopamine, en noradrénaline. On peut tout simplement, en ajoutant un tonus plus au magnésium, de prendre un petit déjeuner riche en protéines animales, de manger un œuf, de la viande blanche, du fromage, etc. Donc là, il y a l'équipe complexe, par exemple, pour recharger la sérotonine, qui enchaîne, tout est lié. C'est-à-dire que quand vous voyez un schéma métabolique, je ne sais pas si vous avez déjà vu un schéma dans les labos, il y a un schéma, c'est un grand schéma que tout est interactif. Et ne pas oublier, alors là on va arriver sur le sujet qui me relaxe un peu plus, parce que ne pas oublier les outils de gestion du stress, la relaxation, l'activité psychique et psychologique pour certains. Alors ça c'était les références. Donc le professeur Henri Joyeux qui a lutté contre le stress, un remède anti-cancer. C'est quelqu'un de très, très célèbre, le professeur Henri Joyeux. Le spleen, c'est-à-dire c'est quoi le spleen? C'est le blues, le moral à zéro, le stress, compression du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie, cortisol et régime alimentaire, comment en contrôlant son stress on peut perdre du poids, et la santé de l'épuration, l'équilibre acido-basique, une méthode en 3 étapes. Donc ça c'est les références qui ont permis de faire cette première partie, et maintenant on va aller sur une autre partie. Maintenant, on a dit les outils de gestion du stress. Donc là, on va arriver sur un sujet qui est plus facile pour moi. C'est qu'on voit que, par exemple, il y a un japonais qui s'appelle Masaru Emoto, qui a montré que si on prenait de l'eau classique, et on lui parlait, par exemple, on lui dit je t'aime, on lui dit amour, on lui dit paix, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Cette eau va se structurer, elle va faire des clusters, elle va se structurer, elle va garder la mémoire en elle de cette émotion. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça c'est de l'eau normale que vous avez dans votre robinet, vous lui dites je t'aime. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que l'eau se met à structurer, elle vibre positivement. Maintenant il y a toute une théorie, par exemple les Américains, quand ils sont partis en Irak, ils nous vendent des antibiotiques, et qu'est-ce qu'ils ont pris pour se désinfecter? De l'eau structurée. Ils n'ont pas pris les antibiotiques, ça coûte trop cher. Ils ont pris de l'eau structurée. Donc ça c'est un système de Masaru, du système Mémon. C'est un système d'harmonisation de l'eau, de structuration de l'eau. C'est des effets vortex. Ça crée des clusters, ça veut dire que l'eau se structure et elle peut arriver à un stade d'harmonie et de vibration. Donc on voit par exemple avec cette eau, cette eau structurée qui est harmonieuse. On voit par exemple, il y a plusieurs études, mais par exemple, vous voyez sur 2 sujets, vous voyez que le matin, avant de prendre l'eau structurée, elle a 15,1 de cortisol, qui est l'hormone du stress. Quand elle abuse cette eau, elle descend à 19. Une façon naturelle de descendre son stress. Elle boit de l'eau. Ça, c'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est aussi vrai. Après, vous voyez que le soir, ça diminue aussi le cortisol, elle est moins stressée le soir. Là, c'est la DHEA, c'est-à-dire qu'on voit qu'avec l'eau, on double pratiquement son effet de relaxation. Et un autre patient, c'est les mêmes résultats. Il faut savoir que l'homme est composé de 80%, par exemple, notre cerveau est composé de 90% d'eau.
Et en fin de compte, on pense comme ça que c'est l'eau qui capte les idées, c'est l'eau le récepteur. C'est comme prenez une radio. Vous changez d'onde, ça capte. Et l'eau, il capte. Tout d'un coup, il a une idée. Ça a capté quelque chose. L'eau est notre principal composant. Alors si vous voyez que l'eau, dans un verre d'eau, elle s'harmonise, elle se structure, imaginez comment nos pensées transforment notre eau. C'est-à-dire que quand on pense mal, quand on est stressé, imaginez comment nos cellules, notre eau de notre corps, elle est en train de ressentir tout ça. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience. Ils ont pris quelqu'un qui passait devant une plante et il lui coupait la plante tous les jours. Tous les jours, il passait, il lui coupait une feuille. Et ils écoutaient le cri de la plante. On voyait que la plante, à chaque fois qu'il lui coupait, elle criait. C'est des mesures, ça, on mesure ça. Elle criait, elle criait, elle criait. Un jour, ils ont fait une expérience, ils ont arrêté, il arrêtait de passer avec... il arrêtait de couper. Alors, il faisait passer des gens, la plante très relaxe, elle ne criait pas. Ils font passer le monsieur, la plante, elle crie. C'est-à-dire que la plante avait la mémoire de la personne qui lui avait. Alors imaginez-nous, quand quelqu'un nous a fait une crasse, on s'en rappelle aussi. Mais c'est vibratoire. Par exemple, on voit que cette vibration, elle a une empreinte personnelle. Chacun a une vibration. Et on voit de cette vibration, on voit que le cerveau, on sait qu'on mesure l'encéphalogramme, on a une vibration dans le cerveau, les ondes alpha, les ondes bêta, les ondes gamma. Cette vibration du cerveau, elle est 500 fois moins que notre cœur. C'est-à-dire que la plus grande vibration, c'est notre cœur. On a un sentiment d'amour, on a un sentiment positif, on envoie une énergie incroyable. Et ce cœur, quand il envoie une énergie, où il se contacte, où il se connecte, avec tout ce qui se passe au monde, on va en parler, il se contacte avec l'autre par le cerveau. C'est-à-dire que nous, chacun, on se contacte cœur-cerveau, cœur-cerveau, cœur-cerveau. Alors quand on pense négatif, on envoie des ondes négatives à l'autre. Ah, moi, celui-là, je ne le supporte pas. Voilà. Donc vous voyez que de l'eau harmonisée, de l'eau, simplement, on lui a dit je t'aime, amour, et c'est plus fort. Des fois, ils n'ont même pas dit amour, ils ont ressenti, ils sont mis devant l'eau et ils ont senti de l'amour. Et l'eau a vibré. Vas-y, passe. Donc là, on voit que ça, c'est une japonaise, je crois, le docteur Mas Fuang Yi. Donc vous voyez, je vais vous montrer ça parce que c'est des scientifiques qui sont dans un labo. Elle est dans un labo. Elle est dans quel labo? Elle est à l'Institut de sciences et de société. Donc c'est un labo japonais, je ne connais pas, mais qui doit être sérieux, quoi. Elle a montré que, par exemple, dans notre organisme, on a une multitude de cellules. En vérité, on a des trilliards, des trillions de milliards de cellules. Et on dit que ces cellules, vous avez des trillions de cellules. Ces trillions de cellules, elles sont confrontées à chaque instant à des milliards d'informations extérieures. À chaque instant, on est contacté à des milliards d'informations extérieures. Mais en nous, il se passe des milliards de réactions biochimiques et de phénomènes à chaque instant. Et comment les cellules, comment tout d'un coup la cellule, elle sait que je dois augmenter mon glucose, etc. Comment elle sait que tout d'un coup j'ai envie de me gratter l'oreille? Comment elle sait? Alors elle a montré que les cellules, en fin de compte, ils communiquaient par des biophotons, ils communiquent par des vibrations, par de la lumière. Ils communiquent par de la lumière. Ils disent comme ça que l'ADN, c'est une résonance. C'est une résonance. Ça veut dire que l'ADN qu'on a, par exemple l'ADN, on sait qu'on a un ADN qui a une certaine taille. Et on sait, ce qui est extraordinaire, c'est que l'ADN qu'on a en nous, il a 99% d'homologie avec toute la nature, avec une plante, un singe, un rat, 99% d'homologie. Et on sait que cet ADN, chez nous, il code que pour 15%. Ça veut dire qu'il est codant que pour 15%. 88%, c'est dépendant de quoi? De l'environnement, l'épigénétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça veut dire, vous avez un environnement stressant, vous allez stimuler votre ADN pour réagir à ce stress. Ça veut dire que notre génome est dépendant de l'environnement. Et ça, par exemple, là, les biophotons, vous voyez des cellules, elles sont contentes, elles discutent entre elles, elles vont très bien. Et comme elles sont harmonieuses et ça discute très bien, les cellules mauvaises, elles ne peuvent pas s'approcher. Par exemple, vous mettez un champ magnétique, une certaine vibration, vous pourrez toujours mettre quelque chose de contraire, il ne pourra pas rentrer, il ne pourra pas s'interférer dans cette chose-là. Donc en fin de compte, quand on est en état harmonieux de relaxation, les cellules communiquent entre elles très bien, on n'a pas besoin d'y penser, elles sont très harmonieuses, et toutes les cellules négatives, elles s'en vont, elles ne peuvent pas rester en contact. Donc là, c'est une expression, ça c'est le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, sur le virus du sida, c'est pas n'importe qui. Il a repris les travaux et ça je vous explique ça parce que, après c'est un peu une aparté par rapport au stress, vous êtes en train de vous rendre compte que
que les pensées, que notre stress, etc. Comment ça marche dans notre corps? On voit, on a vu la physiologie, mais comment ça marche? Il se passe des choses vibratoires, énergétiques, il y a des choses qui se passent. Par exemple, il a montré que, et il a fait récemment, il a pris les travaux de Ben Vedis, qui est mort parce qu'on ne pouvait pas le publier parce qu'il révolutionnait trop la science. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'ADN qu'il a mis dans de l'eau. Donc cet ADN, il était, comme on a vu, il a une résonance. Cet ADN, ils ont dilué, il n'y avait plus d'ADN. Oui, il a disparu. Maintenant, cette eau diluée, ils l'ont mis en contact avec un autre tube. En contact, pas loin, en contact. Dans cette eau où il y avait rien, qui a reçu la résonance de l'ADN, ils ont mis de l'ADN polymérase et des acides nucléiques, des supports de l'ADN. Et qu'est-ce qui s'est repassé? Il s'est resynthétisé l'ADN à 99%. Ils ont fait plus fort. Cet ADN, cette eau-là, ils l'ont écouté acoustiquement par des appareils électroniques. Ils l'ont écouté. Ils ont envoyé le message par mail à l'autre bout du monde. Au bout du monde, ils ont écouté la musique à de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis acide nucléique. Ça a resynthétisé l'ADN à 99%. Donc vous voyez bien que déjà l'eau a une mémoire et que l'ADN a une vibration. Ça envoie un message. Et on recode à 99%. Vous savez ce que c'est un ADN? C'est ACTG, TU, c'est très compliqué. Alors maintenant, on va rentrer. On a vu qu'il y a une résonance. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui résonne dans l'ADN? On voit que les atomes, c'est de l'énergie. Par exemple, maintenant on va rentrer dans la physique quantique. La physique quantique, c'est un monde en soi. On dit comme ça que celui qui dit qu'il a compris la physique quantique, c'est qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer, le docteur Nassim Haramein, et je suis sûr qu'il va avoir le prix Nobel dans les 20 ans, il a montré que 90... Je vais laisser sortir la matière. Là, vous regardez de la matière. Vous voyez que c'est solide, c'est concret, etc. C'est de la matière. Mais si on regarde au microscope, c'est des atomes. Et ces atomes, il y a des électrons, il y a des quarks. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que cette matière, elle est constituée à 99,999 de vide. C'est-à-dire c'est du vide. Et ça veut dire quoi? Ils ont fait une projection. Si on prenait tout l'univers, et on prenait que ce 0,00001 de matière, l'univers, la matière de l'univers tiendrait dans une pointe d'aiguille. Ça veut dire que l'énergie originelle de la création du monde, on dit que ça tient dans une pointe d'aiguille. Toute cette matière originelle, c'est divisé dans l'univers. Donc on voit que ce vide, donc nous on est du vide, il est imprégné par quoi? Alors, comme on a vu que le corps c'est des photons, c'est de la lumière, il est imprégné par quoi ce vide? Alors il y a plusieurs termes, on appelle ça le biochamp, c'est-à-dire que ça dépend dans quel stade on est, où on en est dans sa vie, on appelle ça le biochamp. Alors, il y en a qui appellent ça le prana. Le prana c'est l'énergie qui englobe tout, c'est le vide. Même il y a des scientifiques, un professeur en chimie qui a observé le vide, c'est pas du vide, il y a plein de choses qui se passent, c'est de l'énergie. Alors, on appelle ça aussi la matrice vivante, la force vitale, et pour les médecines chinois, le ki. On ne demandez pas qui c'est, je sais pas non plus. Alors, en fin de compte, cette énergie qui nous baigne, elle nous imprègne de toutes parts. On est imprégné, on est baigné de cette énergie, parce qu'on est du vide. Si on nous agrandit, par exemple, vous prenez votre intestin, si vous l'étalez, ça fait un stade de foot. C'est-à-dire qu'on a un stade de foot dans notre repas. Alors imaginez, vous l'agrandissez encore, c'est-à-dire on remplit l'univers juste en augmentant l'échelle de notre intestin. Donc on voit que cette énergie, par quoi elle passe? Elle passe par des capteurs d'énergie, les chakras. Alors, avant on parlait des chakras, on disait oh, ça y est, maintenant les chakras, on en parle en médecine, les chakras. Après, on appelle ça les nadis. Avec les chakras, c'est les nadis, c'est les méridiens qui passent, ou les méridiens. Donc c'est les circuits d'énergie dans le corps. Et l'aura, c'est aussi quelque chose, une notion qu'en science, on commence à appréhender. C'est-à-dire que quand vous allez voir, l'aura, c'est quelque chose. Donc, on a tout un système, on a vu la physiologie. Mais si on n'était que mécanique, si on n'avait que la biochimie, la vérité, on ne pourrait rien faire. Je suis stressé, ma cortisol augmente, mon truc, ça y est, je suis fichu. Non, on est énergie. Et tout ça circule, et tout ça est imprégné du monde, on est en connexion. Même là, on est une conscience collective. Je suis sûr que je bouge le bras, on est en conscience collective tous. On passe. Donc là, on a vu par exemple l'acupuncture, les méridiens. Vous voyez que l'acupuncture, c'est des méridiens
Et vous savez que ces méridiens, c'est pas que de la théorie. Ils ont montré de façon histologique qu'il existe effectivement des pointes, des creux histologiques, ça veut dire que dans le corps, il y a des points où on peut mettre l'aiguille. Il y a un point, il y a une structure de cellules qui est adaptée à l'aiguille. Et elle permet de faire circuler l'énergie. Alors là, vous voyez par exemple une personne en bonne santé qui vit dans un environnement sain, l'énergie circule harmonieusement, c'est-à-dire qu'elle est en connexion avec le prana, toutes ses forces sont en truc, ça circule bien, elle est bien. Après, par exemple, une petite perturbation va provoquer un embouteillage d'énergie. Par exemple, l'énergie, elle passe plus entre la tête et le cœur. Alors ça va atteindre des organes, ça va se traduire par l'insomnie, l'anxiété, l'énervement et du stress. Alors en fin de compte, l'acupuncteur, il va juste débloquer l'énergie, il va piquer là, et ça va faire passer l'énergie. Donc on voit bien qu'en général, les acupunctures, normalement, ils doivent faire un bilan énergétique de la personne et voir qu'est-ce qui sous-tend le stress. Est-ce que c'est pas un méridien qui y a un blocage d'énergie? En fin de compte, notre mère, il n'y avait pas longtemps, elle avait un problème d'articulation, de souffrance. Même le rhumatologue a dit oh, je ne peux plus rien faire, allez voir la médecine douce. Elle prenait du trapadol, elle a fait de l'acupuncture en une séance, le visage qui est devenu... Et elle bougeait, je me suis dit c'est pas vrai. Le soir, elle marchait sans son déambulateur, elle est tombée parce qu'elle n'est pas habituée. Mais en fin de compte, juste en débloquant l'énergie, ça y est, ça allait mieux. Donc les acupuncteurs, normalement, quand ils sont pointilleux, ils passent par des questions, ils voient l'état des cheveux, les états des ongles, les troubles digestifs, pulmonaires, cardiaques, et normalement ils prennent le pouls. Il y a plusieurs pouls, je crois qu'il y a trois hauteurs de pouls, et il y en a 4, il y en a 12 pouls. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une étude qui a été faite, je ne sais pas où elle était, mais cette image m'a bien plu. Vous voyez, par l'acupuncture, on réduit le stress. On a dit que ça, c'est le nombre de réponses. On voit que, par exemple, sur la clarté mentale, ça a joué sur 256 personnes, pour augmenter l'énergie, sur 198 personnes, pour augmenter la performance, 103 personnes, pour mieux dormir, 279 personnes, pour les mauvais rêves, c'est-à-dire que c'est pas une personne sur 10, c'est des quantités de personnes que l'acupuncture joue. Donc ça, en faisant circuler l'énergie dans le corps, on commence à résoudre des problèmes physiologique. Là, une autre façon, la méditation. Alors, c'est quoi la méditation, on va dire? Alors, en général, quand on n'est pas prêt à méditer, c'est qu'on est trop stressé. Et par exemple, ils ont fait une étude, c'est le docteur Lewis Hoxton. Et c'est récent, ça, c'est il n'y a même pas quelques mois. Ils ont fait une expérience, ils ont mis des gens sur des pulses, à faire des pulses. Ils ont fait des pulses et ça les a stressés, ils étaient contrariés. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire le pulse. Alors ce qu'ils ont passé, ils l'ont fait méditer avec une musique. Et cette musique, c'est une musique à fréquence de 432 Hz. C'est une musique qui vibre avec notre cerveau. Et ça, c'est après le pulse, ça, c'est après méditation. Vous voyez que le cerveau s'est calmé, s'est relaxé. En écoutant de la musique et en se méditant. Maintenant, sur YouTube, méditation guidée le soir du sommeil, une demi-heure, on s'endort bien, et il y a des moments où on se dit oh là là, je suis en train de partir. Mais concrètement, ça joue sur le cerveau. Avant de prendre un anxiolytique, déjà écoute de la musique. Là, c'est autre chose. Vous voyez, par exemple, les chakras, quand je vous parlais, ça, regardez, c'est une étude qui a été faite par le professeur Pradip Deshpande, professeur émérite du département de chimie engineering à l'université de Louisville, des Américains. Ils sont sérieux, les Américains. Ils ont montré sur 100 participants. Alors, je ne sais pas comment ils mesurent, mais peut-être que ça intéressera par le projet. Et puis même, et un autre, comment ça s'appelle, en russe. En fin de compte, la France, c'est le pays le plus sous-développé sur ces choses-là. En Amérique, en Russie, ils sont à fond là-dessus. On voit quelqu'un qui est équilibré dans ses chakras. Qu'est-ce qui se passe autour de lui? Un champ vibratoire. Et là, comme on a vu, les bactéries ne rentrent pas, il est protégé. Il n'y a rien qui l'atteint. Il est équilibré, il est harmonieux. Quelqu'un qui n'a pas ses chakras alignés, regardez, des trous partout. Le premier bactérie, le premier virus, boum, boum, boum. Et ça, c'est... Après, comment on harmonise ses chakras, c'est pas moi qu'il faut vous dire. Ça, il faut aller voir les thérapeutes, il faut aller voir, je sais pas. Mais il y a une possibilité d'aligner ses chakras, par exemple. Si par exemple, juste aller dans la terre, marcher les pieds nus, ça recharge le 1, on se consacre, on se concentre, on prend l'énergie de la terre, tellurique. Si on peut de temps en temps avoir le cœur vers la prière, à ce moment-là, on connecte le cœur vers Dieu, vers la chose,
connecte son cœur. À ce moment-là, elle est connectée à la terre et connectée au ciel. Et là, c'est bon. On passe. Maintenant, là, on est en cours de faire de la recherche. Je travaille sur la recherche sur ça. C'est la nutriponcture. Alors ça, c'est une médecine informationnelle. Ça veut dire que la médecine informationnelle, c'est le docteur Véret qui a inventé ça. Vous voyez la composition: chlorure de magnésium, carbonate de magnésium, phosphate de magnésium, phosphate calcique, chlorure de calcium, gluconate de zinc, phosphate de magnésium, phosphate... Des choses toutes simples. Toutes simples. Et ça s'appelle Nutriyin et Nutriyang. Et comment ça marche la nutriponcture? C'est une médecine informationnelle. Ça veut dire qu'on va prendre des comprimés en séquence et ça va agir. Comment ça marche? On est en train de chercher. Mais vous allez voir, regardez les résultats. Regardez sur l'excitabilité, sur 200 cas, au bout de 3 mois, 89% d'efficacité moyenne. Regardez. Les gens qui étaient excitables, ça diminue. Les gens relaxés, ça augmente. 83% d'efficacité. Sur la qualité du sommeil, à la fin de l'étude, il n'y a plus personne qui a des problèmes de sommeil. 82% d'amélioration. Sur la fatigue physique et psychique, 94% d'amélioration. Et là, on est en train de publier un article sur la douleur de l'endométriose. On est en train de dire qu'avec des choses comme ça, des oligométaux, on est en train de diminuer la douleur de l'endométriose. On travaille avec les Américains, ils nous font des problèmes et nous, on travaille sur des molécules antidouleurs de 5e génération. Je ne vais pas nous casser les pieds avec tes oligométaux. Mais ça passe par une médecine informationnelle, quelque chose d'information quantique. Donc maintenant, c'est bientôt fini, donc on peut se détendre. Maintenant, la psychologie énergétique, ça s'appelle l'EFT. Non, je dis pas pour l'EFT ou je sais pas quoi. Par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils recréent en séance une pensée stressante. C'est-à-dire que par l'imaginaire, on crée une pensée stressante, un stress naît, il y a l'émotion. Et en même temps, ils tapotent par des points d'acupuncture sur le visage. Qu'est-ce qui se passe? Le tapotement, ça a un effet sur des points d'acupuncture, ça a un effet sur la vibration du cerveau. À ce moment-là, on coupe l'émotion. Au lieu de l'émotion, on a un effet bien-être. Ça veut dire que tout d'un coup, l'image stressante, elle est associée à un bien-être. Ça veut dire que ça y est, le cerveau, il a compris. Cette situation, c'est un bien-être. Ça y est, c'est fini, elle est plus confrontée au stress. Alors ça joue sur, par exemple, sur des apprentissages et transformations en bien-être. Par exemple, quelqu'un qui prend l'avion, on lui fait cette technique-là, il n'a plus peur de monter dans l'avion. Par exemple, le traumatisme, c'est très utile pour l'armée et puis pour les spationautes. Vous voyez quelque chose de tout simple, les tapotements sur les points d'acupuncture. Maintenant, il y a un autre domaine, c'est en cours de recherche, c'est les effets de la lumière, les LED de couleur, ça fait une photomodulation. Et par exemple, ce qu'on a vu, c'est que la physique quantique montre que la matière, en fin de compte, on a vu que c'est du vide et c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est de la lumière. Donc nous, on est lumière. Il y a le docteur Deepak Chopra qui a montré quelque chose comme ça. Il dit qu'enfin, j'espère que je vais le dire quand même, mais c'est pas grave. Il dit comme ça, par exemple, une pensée, une image. Je parle par exemple de quelqu'un de proche de vous. Vous allez avoir l'image. Cette image, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir l'image, vous allez la capter dans le prana, dans le tout potentiel. Vous allez capter une image. Cette image, elle va être captée par le cerveau, par le sang, par l'hypothalamus ou par le je sais pas qui. Elle va être captée. Elle va être transformée en électromagnétisme, en une énergie électromagnétique. Ça passe par le neurone. Et le neurone, synapse, matière. Ça veut dire qu'à chaque instant, nous, on recrée la création. De la lumière, on fait la matière. On dit dans les écrits de la lumière, tu feras la matière. J'ai commencé par la lumière. Enfin, quand nous, on fait chaque chose. Et on est lumière. Et il dit comme ça que la lumière, c'est une vibration. Ça veut dire que c'est quelque chose. Il dit comme ça qu'on s'éteint toutes les secondes. À une seconde, on est allumé, on s'éteint. On s'allume, on s'éteint. Et nous, on ne voit pas parce qu'on a des sens qui ne sont pas adaptés. Quand vous voyez un film, vous voyez un film avec un film. Mais si on regarde la pellicule, on voit des images qui se coupent. Et en fin de compte, nous, on s'allume, on s'éteint à chaque instant. Et on est sensible à la lumière, on est sensible aux vibrations, on est de l'énergie, etc. Donc là, on est en développement. Et par exemple, la lumière, quand on dit, par exemple, ça passe par un effet de diffusion. Par exemple, la cortisol, elle est là, elle va aller passer au cœur. Vous savez combien elle passe d'habitude? 2 mètres secondes. La molécule, si elle arrive là, le zèbre, il se fait manger tout de suite. Hein. En fin de compte, la lumière, elle avance à 330 000
mètres par seconde, c'est-à-dire c'est immédiat. Par exemple, je bouge le bras, comment ça passe? Il se passe une molécule là? Non, c'est immédiat. Donc on va finir bientôt. Maintenant il y a le développement personnel aussi pour arriver au bien-être et de pas être stressé. Donc par exemple il y a un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle qui parle du pouvoir du moment présent. Alors je vais juste vous poser une question. C'est quoi la limite du maintenant? Il n'y a pas de limite au maintenant, c'est toujours maintenant. C'est-à-dire que demain, est-ce que ça existe demain? Non, c'est un concept. Mais demain qu'est-ce que ça sera? Demain, ça sera aujourd'hui, ça sera présent. En fin de compte, il n'existe que le présent. Donc déjà, quand on arrive à se dire, tiens, je ne me stresse pas parce qu'il se passe par une semaine, ou il y a 2 jours, ou il y a 3 jours, déjà on vit au présent, c'est déjà mieux. Après, il y a le pouvoir d'attraction. En fin de compte, on attire ce qu'on craint. C'est-à-dire que si on vibre négatif, le prana, il va sentir ça comme une demande. Ah, tu veux vivre négatif? Je te fais vivre négatif. On vit positif, on attire. Il y a une phrase que j'ai posée cet été à quelqu'un, il me dit, on dit comme ça que quelqu'un qui a un visage joyeux, il attire la joie céleste. Alors je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la joie céleste? Il me dit, celui qui est joyeux, il attire des choses joyeuses. Ça veut dire, ça répond par rapport à notre état d'être. Si on est stressé, on va vivre des choses stressées. Si on a peur, on va vivre des choses qui nous font peur. On attire ce qu'on craint, on vit ce qu'on... C'est nous qui créons notre instant. Selon qu'on est au moment, on attire ce qu'on attire. Après, il y a le pouvoir de l'intention. Il y a des gens qui... Il suffit de penser. Une pensée, comme je vous ai dit, le cœur, c'est une force 500 fois plus que le cerveau. Une pensée, on lui met la force du cœur. Cette pensée, elle transperce tout. Et qu'est-ce qu'elle se passe? C'est une réponse. On a eu la pensée, on a eu l'intention. Après, tranquille. La chose va arriver progressivement au meilleur moment. Après, les pensées positives, ça, c'est évident. Ça, c'est une solution du stress, de développement personnel. Et je crois que c'est la dernière, on va finir là. Alors, après, ça finit sur le stress, c'était très biochimique. Maintenant, on va parler d'un truc, cherchons le bonheur. Non, on ne cherche pas le bonheur. On met le bonheur sur nos chemins. Chaque jour, c'est le bonheur. Si il n'y a que l'instant présent qui... Tu seras heureux demain? Est-ce qu'il y a demain? Est-ce que demain, tu seras là? Il y a une phrase qui dit, si c'est pas maintenant, quand? Il faut savoir que le présent est la perfection adaptée à notre évolution. C'est-à-dire ce qu'on vit, c'est la perfection. C'est-à-dire que la situation qu'on vit à chaque instant, c'est la perfection pour nous adapter. C'est-à-dire que tout ce phénomène, c'est pour arriver au connais-toi toi-même. C'est-à-dire que toutes les épreuves, tout ce qu'on vit, c'est pour mieux se connaître. Il y a quelqu'un qui va rencontrer une épreuve, ah j'ai découvert, je savais pas que j'étais comme ça, je savais pas que je me connais mieux. Et enfin, on voit que la maladie, c'est maladie. Les maladies, c'est le maladie. Ça veut dire que quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre, à dépasser pratiquement ou dépasser psychologiquement la chose. Et on vit la chose récurremment. Regardez, vous écoutez des émissions je ne sais pas comment ça s'appelle, Blanche sur Europe 1. Les gens ils disent, ah je rencontre toujours le même homme, c'est toujours le même type d'homme, c'est toujours la même situation, je vis la même chose. Parce qu'elle ne comprend pas. Et en fin de compte, le maladie est l'expression et le signal parfait pour notre compréhension. Par exemple, le maladie, on voit que par exemple, il y a le docteur Amer qui dit que chaque maladie est une émotion qui n'a pas été gérée. Par exemple, la maladie du sein pour la femme, elle fait une boule. Alors en fonction de où elle fait la boule, en fin de compte, la boule, c'est que la femme, elle a un enfant, elle n'arrive pas à nourrir, il y a un problème avec l'enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? La réponse immédiate du cœur, je fais un super sein. Une boule, ils ont vu que cette boule, elle faisait du sein, du lait concentré. Du sein beaucoup plus concentré. Et en fin de compte, le maladie, ça veut dire le signal, tu réagis en perfection par rapport à ta situation, et en fin de compte, la maladie est le signal pour dire tu t'es pas corrigé par ce signe-là, tu t'es pas corrigé par ce signe-là, tu t'es pas corrigé. Maintenant, regarde ton corps, regarde-toi toi-même. Alors, comme on a vu, tout commence par une émotion, dont le challenge est de solutionner pratiquement ou par dépassement. Donc, comme on a vu avec les études énergétiques, le corps a un pouvoir d'autogénération qu'il faut stimuler. Donc on peut le stimuler par des compléments alimentaires, on peut le stimuler par des pensées, on peut le stimuler par de l'acupuncture, par de l'énergie. Mais le corps, c'est une Rolls-Royce. Le corps, il n'y a pas plus parfait que le corps humain. Et là, aujourd'hui, j'étais en train de finir la conférence, j'allais la sauvegarder, et quelqu'un qui m'envoie un message très professionnel, il me dit regarde cette phrase. Et je vous l'ai mis là. Il n'y a pas d'endroit dans les cieux les plus élevés, ni dans les eaux les plus profondes, où la loi morale ne se présente pas. Je vous laisse méditer sur ça, et je vais finir sur 2 choses. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu vers un grand sage. Il lui a dit, mais où est Dieu? Où est Dieu? Le sage lui a mis la main sur le cœur, il a dit, il est là.
Et la dernière chose, c'est que notre ami Nordine, il a vécu quelque chose, on parle de morale. Une fois, il a gagné au grattage, il a gagné 328 €. Il va récolter son gars. Le mec lui dit, il dit, pourquoi vous venez là, vous avez joué ailleurs, il ne faut pas reprendre d'argent. Il ne donnez pas mon ticket. Il dit, non, ça y est, c'est trop tard, je vous le donne. Il lui donne de l'argent. Nordine, il s'en va. Puis il voit, il compte, il dit 528 €. Il lui donne 200 € de trop. Il retourne, et il lui dit, voilà, il vous êtes trompé. En fait, il dit, je vais donner 20 € en moins. Le mec, il était agressif. Il dit, non, vous m'avez donné 200 € de trop. Il lui compte, il leur donne. Dans la même semaine, alors que Nordine ne joue jamais, il joue au tiercé. Vous savez combien il a gagné? 200 €. C'était destiné, il devait avoir les 528, il les a gagnés. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez du temps, si vous voulez poser des questions, autrement, Pour énergiser votre eau, il y a des systèmes il y a plein de systèmes. Mon frère est plus spécialiste sur ça. Il y a des vortex, il y a Novati, il y a des. Lui, il utilise de l'eau de Shanghai, de Kangen. parce que si vous dites que c'est simplement de lui parler au club du chien, on lui parle, on lui met des belles choses, et notre eau est... Après, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le sentiment. Est-ce qu'on est homogène dans nos sentiments? On essaie. Et le vortex, etc. Il y avait une pharmacienne qui s'appelait Madame, je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle avait mis en place des systèmes de vortex, etc. Et le problème, c'est que ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique. Non. Complètement. Vous allez vendre de l'eau. Est-ce qu'ils vont gagner des milliards avec de l'eau? On trouve des systèmes différents dans le marché bio. Le marché bio, c'est des systèmes qui sont plusieurs systèmes. On va dans le Paris, vous avez au moins deux.